Test son, 1, 2, 1, 2, test son. Bon, exceptionnellement, comme tout le monde est là, on peut commencer 3 minutes avant. Donc, je procède à l'appel des élus. On est présent. Bérard Mathieu, Bernière Alain, Bordenave Martine, Oussaba Mohamed, donné pouvoir à Castro Patrick, Cavalieri Doro Patricia, Castro Patrick, Delavaux Garnier Martine a donné pouvoir à Oaro Cathy, Duprat Monique, Elias Manuel, Gage Gabriel, Gallet Didier, Gali Gislaine, Oaro Cathy, Xori Younes, Massacré Joël a donné pouvoir à Azima René, Mélina Annick, Olivera Eric, Pontieux Philippe, Pader Nathalie a donné pouvoir à Gali Gislaine, Robin Philippe, Sans Gérard, Capin Patrice, Tatiboué Pascal, Tensa Daniel, Terrier Marie, Voisin Nadia et Zampès Joséphine. Je vous propose Cathy Ouro comme secrétaire de séance et on examine, si vous voulez bien, les procès-verbaux des conseils précédents. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. On les considère approuvés, donc. Merci. Sur les délibérations. Alors, on n'avait pas, la dernière fois, l'approbation de la convention OPA-RU. Et donc, on va la passer, si vous voulez bien, ce conseil. Madame Moirot. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, on aura effectivement un ensemble de délibérations. Je vous propose de parler un petit peu de manière générale du dispositif et d'aborder ensuite, le cas échéant, les questions délibération par délibération, puisque effectivement, on a à la fois une convention à voter, une convention multipartite, et ensuite des règlements particuliers d'aide dans le cadre de cette OPA-RU. Donc, une OPA-RU, c'est une opération programmée d'amélioration de l'habitat. Alors, on avait lancé en 2019, donc dans le cadre des études de Petites Villes de demain et du Centre-Bourg d'Occitanie, un certain nombre d'études, et on a pu en 2022 faire financer, notamment par l'appui de la région et de l'État, une étude préopérationnelle pour faire cette opération programmée d'amélioration de l'habitat. Alors c'est vrai que cette opération, elle vise à pouvoir accompagner des propriétaires ou des bailleurs afin de réaliser des travaux d'amélioration de leur logement, en plus, je dirais, des aides qui sont proposées par les services à la fois de l'ANA, donc qui est l'État, et les autres services, notamment le conseil départemental. On avait décalé cette délibération pour prendre en compte le nouveau règlement d'aide du département, puisque la première version qui avait été présentée et discutée notamment en commission urbanisme tenait compte du règlement précédent. Donc cette opération, il est proposé de lui donner un nom, Rénove ton cœur de ville, et la durée porte sur 5 ans, avec un périmètre défini qui cible le centre ancien d'Haute-Rive, avec des axes d'intervention autour des volets urbains, fonciers, immobiliers, notamment sur l'accompagnement à la rénovation énergétique, à la lutte contre la précarité énergétique, ce qui est vraiment un axe important de cette convention, et aussi tout ce qui va concerner les travaux pour l'autonomie de la personne, et tout ça en prenant en compte les éléments du développement durable. Le périmètre de cette OPA, je ne sais pas si on a une représentation, donc vous avez pu la voir dans les documents qui vous sont transmis, couvre, je dirais, la partie centre ancien, donc côté Saint-Paul, mais aussi côté la Madeleine, puisqu'effectivement, on a la particularité sur Haute-Rive d'avoir un centre ancien en 2 parties autour de l'Ariège. Cette convention d'OPA-RU qui vous est proposée porte sur un objectif global d'accompagner 85 logements, 85 donc propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs, avec à peu près 45 sur des propriétaires occupants et 40 sur des bailleurs privés. Le but, c'est de pouvoir effectivement venir compléter les aides déjà portées par les autres prestataires, de manière à pouvoir
améliorer le bouclage des plans de financement et ainsi permettre que certaines personnes qui aujourd'hui ne peuvent pas réaliser ces travaux, de les accompagner à pouvoir le faire. Alors, la phase d'accompagnement qui est très importante, c'est une phase en fait dans la convention sur laquelle on va s'appuyer après un appel d'offres sur un organisme privé qui va venir faire des permanences donc à Haute-Rive et qui va accompagner les différents porteurs de projets pour les aider à la fois à monter le dossier, mais aussi après à pouvoir venir les contrôler, notamment les travaux qui sont réalisés pour s'assurer, évidemment, c'est une aide publique, que les travaux qui sont financés sont correctement réalisés. Donc on va avoir une enveloppe quand même importante sur 5 ans d'engagement des financeurs, un peu plus de 2,5 millions de la part de l'ANA, donc sur des travaux, 1,9 million à peu près d'aide aux travaux et de l'aide à l'ingénierie. Donc c'est le fameux accompagnement dont je parlais tout à l'heure. 195 000 euros du conseil départemental et côté commune d'Haute-Rive sur ces 5 ans, 457 000 euros qui se répartissent en fonction de l'aide aux travaux pour l'opération proprement dit d'ANA et pour une opération concomitante que nous proposons qui s'appellerait façade et devanture commerciale qui aurait le nom de Rénove ta façade et qui permettrait aussi de prendre en compte juste des améliorations de façade et notamment des améliorations pour les commerces concernant la mise en accessibilité. Donc cette convention doit être approuvée par les différents participants. Donc un projet de convention a été transmis aux partenaires, que sont l'ANA, le département et Procivis, puisque Procivis en fait intervient en complément de cette convention comme un possible appui financier pour les propriétaires pour pouvoir réaliser leurs travaux. Donc vous aviez à la convention, que je ne détaillerai pas parce qu'il y a près de 60 pages, et cette convention se décline ensuite en 2 règlements d'intervention qui, eux, vont définir les modalités d'intervention de la ville d'Haute-Rive, puisqu'on va se préoccuper des conditions dans lesquelles on va venir aider les personnes dans le cadre de ces 2 aides, Rénove ton logement et Rénove ta façade. Alors, sur la convention, est-ce que vous avez des questions ? Madame Cavalieri ? Je n'ai pas vraiment une question. En fait, c'est un raisonnement, plus exactement, et ça, comme ça expliquera le vote sur les différents axes, sur les différentes délibérations. Alors, personnellement, je trouve que c'est un projet coûteux. Vous avez déjà recruté 2 salariés. Il va y avoir encore un abondement de la part de la commune qui est déjà particulièrement endettée. Et donc, moi qui suis plutôt pour une liberté, une libération, je suis tout à fait contre ce social-étatisme, cette lourdeur bureaucratique. Et une nouvelle fois, on tombe dans l'assistanat. Et l'objectif, ne l'oublions pas, c'est quand même de multiplier le logement social. Alors, le quartier historique de Saint-Paul, à mon sens, ne gagnera pas en termes d'attractivité avec encore plus de logements sociaux, puisqu'on sait quand même que votre politique, excusez-moi, reste en faveur du logement social, surtout pour beaucoup de gens indésirables, et on se rend compte que les gens qui sont bien, qui ont des revenus modestes, qui travaillent, ils sont les 3/4 du temps devant la porte des logements sociaux. Voilà, donc même si c'est un beau projet, je ne le conteste pas. Je voterai contre de A à Z. Alors, moi, voilà. J'en profite pour, à ce sujet, souligner quand même le complètement hors-sujet d'une partie de votre intervention, hein, puisque vous parlez... Non, mais vous me permettez, je ne vous ai pas interrompu, Madame Cavalieri, donc voilà, je vous demanderai de ne pas m'interrompre non plus. Le totalement hors-sujet sur la question de logement social. Donc vous direz dire effectivement à un propriétaire occupant âgé qui a des revenus modestes qu'il est en logement social. Non, il ne s'agit pas ici d'aider des logements sociaux, il s'agit d'aider des propriétaires à pouvoir améliorer le logement pour eux-mêmes ou pour un locataire. Alors c'est vrai que peut-être vous ne vous préoccupez pas des questions de salubrité de certains logements, peut-être que vous trouvez qu'améliorer des façades et les rendre plus agréables, ça n'est pas rendre plus agréable le centre-ville d'Haute-Rive.
C'est un point de vue, c'est le vôtre, mais en ce qui concerne l'aide au logement social, c'est totalement faux dans ce que vous venez de dire dans le cadre de ce programme. Et ensuite, pour ne pas vous entraîner dans une digression sur le logement social, je voudrais juste vous rappeler qu'en ce conseil, et donc vous reprendrez les PV, on ne vous répondra pas de nouveau aujourd'hui, il a été présenté l'occupation des différentes opérations de logements sociaux qui ont été réalisées, qui pour la plupart sont occupées par des gens qui travaillent et des gens qui sont modestes et qui sont bien contents de pouvoir être aidés par la commune. Donc vos positions, vous profitez de ce créneau pour faire une intervention politique hors sujet, c'est votre choix, mais c'est quand même dommage que ça soit sur le dos de justement des personnes qui auraient besoin d'accompagnement pour pouvoir finir ou rénover leur logement. Si vous le permettez, je vais quand même vous répondre, puisque nous ne sommes une nouvelle fois pas d'accord. Si j'ai bien entendu, ça s'adresse aussi à des bailleurs. Donc vous allez leur permettre, ils vont avoir des prix encadrés pour les loyers, nous sommes bien d'accord. Mais ça, c'est le règlement national de l'ANA. Mais moi, je suis contre. C'est le règlement national de l'ANA. Madame, laissez-moi parler. Voilà, c'est le règlement national d'ANA et vous le connaissez. Ce social-étatisme. C'est tout, la France en crève. Et donc, je ne peux pas, personnellement, moi, je suis tout à fait pour aider les personnes à revenus modestes, mais peut-être pas les mêmes que les vôtres. Voilà. J'en ai terminé. Nous ne sommes pas d'accord. Et si j'étais d'accord, je ne serais pas dans l'opposition. Y a-t-il d'autres interventions sur ce sujet? Monsieur Gallet. C'est pas hors sujet. Oui. On a avoir débattu avec l'équipe, donc c'est vrai qu'on se pose la question de savoir quels sont les objectifs fixés finalement. Qu'est-ce qu'on veut faire de ces quartiers comme habitants? Est-ce qu'on veut de la mixité sociale? Est-ce qu'on n'en veut pas? Notre crainte, c'est d'avoir des propriétaires bailleurs spéculateurs. Effectivement, dans la lecture du document, il est écrit que les appartements sont généralement mis en location. Peu de propriétaires cherchent à acheter des appartements en centre-ville pour y vivre. Dans le périmètre d'étude, le marché immobilier est dynamique, mais il reste axé sur un monoproduit, maison immeuble destiné à l'investissement locatif. Donc, notre crainte, effectivement, c'est d'avoir du propriétaire bailleur qui va finalement bénéficier d'aides, d'aide fiscale aussi, vu qu'il y aura des déductions sur l'impôt sur le revenu, même si la population d'Hauterive n'est pas une population aisée. C'est un peu notre crainte. Il est également écrit que l'organisation du bâti est contrainte par la densité. Donc il y a une très grosse densité sur ces quartiers, c'est ce qui est écrit. Il y a également donc à la lecture du document 233 logements vacants, dont 69 sont vacants depuis plus de 2 ans. Il y a 690 locataires. Donc effectivement, 233 logements vacants qui pourraient prétendre donc à ces aides, majoritairement je pense. Ça veut dire qu'il n'est nulle part écrit, chaque fois qu'on fait des opérations immobilières, le nerf de la guerre, ce qui est très important, c'est les places de stationnement. Donc effectivement, si on regarde 233 logements vacants, où les gens vont-ils stationner? Et ça, c'est nullement, je ne l'ai pas vu écrit dans le document, peut-être que ça y est, enfin je l'ai quand même assez lu, et ça reste quand même une véritable problématique. Voilà un peu ce que nous avons relevé. Également, donc, quand il y a du relogement, il est écrit que la commune mettra à disposition des logements d'urgence. Je ne sais pas combien il y a de logements d'urgence sur la commune. Le logement d'urgence a un caractère juridique bien précis, enregistré à la préfecture avec des normes bien précises. Donc effectivement, ce que nous trouvons, c'est qu'il y a... l'objectif n'est pas posé clairement. N'est pas posé clairement. On dit qu'il faut réhabiliter, on dit qu'il faut refaire. Mais quel type de quartier on veut, ça n'est pas écrit.
Il y a eu une expérience qui a été faite il y a un peu plus de 20 ans, qui sur l'opération façade donc a porté ses fruits, certes, mais qui sur le plan de réhabilitation du parc ancien, on s'est aperçu qu'il y a eu, vous y étiez, M. Azéma aussi, hein, donc dans les délibérés, qu'il y a eu essentiellement du propriétaire bailleur qui a profité des aides et qui a donné à bail par le biais de loyers conventionnés. Donc ce type de logement, et on ne peut pas dire que ça a été une véritable réussite, indépendamment de l'opération façade. Il est écrit aussi que donc cette opération vise à développer l'offre locative et proposer une offre locative à loyer modéré. Donc ce seront des programmes socio-thématiques, donc tout laisse à penser dans la lecture du document on va paupériser encore davantage un quartier qui ne demande pas à l'être. On va accentuer le nombre de personnes qui vont y habiter, sans pour autant donner des solutions au regard du stationnement. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on s'abstiendra de voter, on ne votera pas contre. Pourquoi ? Parce qu'il y a une volonté de faire quelque chose, et ça c'est tout à fait louable, mais ce document, effectivement, ne nous permettra pas, nous le pensons, de faire avancer les choses sur les réhabilitations des deux quartiers de la commune. Également, il est écrit qu'il y aura un accompagnement sur les espaces publics. Je n'ai pas vu que le type d'accompagnement qu'il pourrait y avoir. Il y avait 25 ans, donc on avait fait une ouverture sur la maison Pinelli. Il y avait eu un accompagnement pour recréer la place Gilbert Delpy. Mais là, je n'ai pas vu qu'il y ait un accompagnement au niveau des espaces publics, ou tout au moins lesquels, ça n'est pas, je n'ai pas su le lire. Voilà donc la raison pour laquelle nous nous abstiendrons. Voilà, on loue la bonne volonté de la municipalité de faire quelque chose, et ça, c'est ma foi. Il faut le faire, mais on a vraiment peur que ce soit... Je ferai qu'une réponse courte. 85 logements seront rénovés, 45 logements occupés par leurs propriétaires. Donc c'est quand même plus de la moitié. Ça, c'est un objectif. C'est un objectif. Vous verrez que... Comme c'est nous qui allons financer, eh bien, il faudra qu'on se tienne à cet objectif. Hein. Vous pourrez pas refuser des propriétaires bailleurs, c'est pas possible. Ça, vous ne pourrez pas. Quand les propriétaires bailleurs, s'il y en a 100, 200 qui se pointent, vous ne pourrez pas les refuser. C'est tout à fait faux. Ça, c'est de l'écriture. Non, ce que vous dites, c'est faux. C'est faux, et vous le savez, hein, parce que... Alors, j'aurais dû peut-être rentrer plus dans le détail des règlements. J'osais espérer que vos deux interventions successives, Mme Cavalieri et M. Gallet, étant donné que vous êtes très présents à la commission, nous aurions pu avoir les explications, et nous avons quand même été assez dans le détail dans la commission. Donc je suis un peu étonnée ce soir de vos postures, mais ce sont des postures. C'est comme ça. Vous avez donc, dans le cadre du règlement des aides, page 4, le détail des statuts permettant d'accompagner les propriétaires. Et sur les propriétaires bailleurs, effectivement, le choix qui a été fait et qui a été discuté en commission, c'était de venir intervenir quand on était sur des logements qui aujourd'hui soit présentaient une forte précarité énergétique, soit pouvaient être dans un état très dégradé, et que c'était ces logements-là, sur les propriétaires bailleurs, qui étaient visés, donc avec derrière quand même une intention claire sur ces 40 logements sur 5 ans, c'est de pouvoir aider les occupants de ces logements à bénéficier d'un logement décent et ou, dans le cas général, d'un logement qui leur coûte moins cher en termes énergétiques, parce que quand on parle aujourd'hui, et je le disais tout à l'heure à Mme Cavalieri, des personnes qui occupent aujourd'hui les logements, les dernières opérations de logements sociaux qui ont été créées sont des personnes qui travaillent pour la plupart et qui ont des revenus considérés comme
comme correctes. Regardez les plafonds d'aide, vous verrez qu'il y a un très grand pourcentage de la population qui est éligible au logement social. Et il ne faut pas assimiler la notion de logement social à une personne qui a des revenus très faibles. Il y a différentes catégories. Et aujourd'hui, sur les propriétaires bailleurs, vous avez effectivement un axe pour rendre plus digne ou plus performants des logements. Et ensuite, vous avez l'axe sur les propriétaires occupants, sur ces fameux 45 qui sont mis dans la Convention et qui nous permettent, parce que justement c'est le cadre de la Convention avec l'État et avec le département, qui nous permettent d'avoir effectivement une limite. Alors nous ne pourrons pas limiter les aides de l'État, les aides de l'ANA. Si un propriétaire il est aidé par l'opérateur national, nous n'avons effectivement, et là je vous rejoins, pas de possibilité de limiter, mais comme aujourd'hui. Par contre, nous avons le choix, et c'est pour ça d'ailleurs, vous l'avez vu dans le règlement qu'il y a une commission et que ces dossiers sont examinés en commission, de pouvoir réguler le nombre de dossiers que nous traitons par an. Et ça a été un point de discussion, et d'ailleurs on l'avait abordé lors de la commission, de se dire qu'effectivement, on vise en premier les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs dans des cas où les logements peuvent être améliorés pour des occupants qui sont déjà là, des gens qui occupent déjà ces logements et qui sont en précarité. Donc excusez-moi si ça c'est pas aussi une aide à des autorivains qui habitent déjà ici et qui parfois se trouvent dans des conditions, et je pense qu'au CCAS on en croise fréquemment, dans des conditions indignes et qui n'ont pas la possibilité de forcément changer de logement parce que c'est pas si facile que ça. Donc effectivement ça on l'assume et vous avez le détail, donc dire qu'on ne définit aujourd'hui aucun objectif, eh bien non, vous les avez écrits de manière claire en page 4, que vous ne les partagiez pas, c'est votre problématique, mais en tout cas, ils sont définis. Et vous aviez ensuite, excusez-moi, je n'ai pas terminé, Madame Cavalieri. Non, vous n'avez pas... Vous n'avez, s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu, et vous aviez ensuite, donc, dans les pages 5 et 6, les détails sur les conditions particulières par type de subvention, avec notamment des questions de montant. Et vous pouvez voir dans ces questions de montant que sur l'aide communale, il y a un plafonnement de l'aide qui est plus important, c'est-à-dire l'aide maximale, sur les propriétaires occupants que sur les propriétaires bailleurs. Donc ensuite, il faut faire le compte. Bon, vous ne partagez pas cet objectif d'améliorer, pour ceux qui l'occupent déjà, des logements indignes ou en précarité énergétique, c'est votre droit. Sur ensuite la question de l'espace public, quand Madame Flavia Michelis du cabinet Urbanis est venue nous présenter, ce qui était d'ailleurs fort intéressant, les résultats du diagnostic de la préétude de l'OPARU, il y a un point qu'on avait souligné lors de cette présentation, c'est qu'effectivement, sur Saint-Paul et la Madeleine, aujourd'hui, on n'a pas de situation d'îlot fortement dégradé qui pourrait impliquer une intervention que vous citez il y a plus de 20 ans maintenant, de destruction de cet îlot pour créer, par exemple, un stationnement. En ce qui concerne le stationnement, ce n'est pas la convention ANA qui le régule, c'est le plan local d'urbanisme. Et il y a une règle dans ce cas-là, quand il y a des divisions en logement. Je vous y ramène, Monsieur Gallet, vous la connaissez aussi bien que moi. Donc ce n'est pas la convention qui va régler la question du stationnement. Et en termes d'embellissement, eh bien, je vous ferai la même réponse qu'à Mme Cavalieri. Si vous considérez, si c'était possible de pouvoir intervenir sans intervention parasite, ça serait bien, parce que j'ai respecté votre parole, donc j'aimerais bien que ça soit la même chose. Non, je vous entends, donc voilà. Donc c'est bien gentil de pouvoir, de pouvoir le faire à voix plus basse, qu'on ne vous entende pas. En tout état de cause, si améliorer pour vous les façades des rues, si les embellir, si permettre à des commerces de se mettre en accessibilité, d'être aidés par la ville, ça ne vous semble pas un élément d'embellissement de la ville, effectivement, nous ne partageons pas la même notion. D'autres interventions, Monsieur Olivera? Oui, pour avoir travaillé dans le milieu HLM, donc on en a fait, je me suis occupé souvent de rénovation à travers de surveillance des entreprises. Donc moi, mes inquiétudes, c'est particulièrement sur les façades, c'est surtout déjà la toiture. Est-ce que c'est prévu là-dedans? Parce que bon, si on a des murs qui sont beaux et la toiture qui est pourrie, je ne vois pas l'utilité. Ensuite, le type de logement qui vont être faits dans ça, je ne voudrais pas que ça ressemble à des chambres de bonne, si vous voyez ce que je veux dire. Et le dernier point, ce que je regrette, c'est que pour le financement, on n'en parle pas avant qu'on en parle avant le DOB.
pour savoir comment notre commune va pouvoir le financer. Alors c'est vrai que, pour expliciter pourquoi on la passe aujourd'hui, effectivement on devait la passer précédemment, mais les aides du conseil départemental ayant évolué, on la passe aujourd'hui pour s'assurer aussi de rester dans le même niveau d'aide. Bien entendu qu'avant la mise en application, il y a le débat d'orientation budgétaire et les engagements financiers, et qu'en fonction des engagements financiers qui seront proposés et votés, ça permettra de planifier le démarrage de l'opération proprement dite. Mais aujourd'hui, ça nous permet, à travers cette convention, de pouvoir la faire passer en CP du département et d'ainsi pouvoir bloquer le niveau d'aide, notamment pour le financement de l'ingénierie. L'ingénierie, c'est l'appui, hein, c'est pas que l'ingénierie, c'est vraiment cet appui pour permettre d'avoir cette somme-là qui soit, je dirais, un petit peu sanctuarisée, parce que vous le savez tous, hein, aujourd'hui, les collectivités, on a des difficultés. Donc, il nous semblait intéressant de pouvoir la passer là, mais nous en rediscuterons au moment du DOB. Et en ce qui concerne vos inquiétudes, l'idée du bureau d'études qui accompagne, c'est vraiment un bureau d'études qui est là aussi pour conseiller. Donc on sait très bien que sur l'ensemble des dossiers qui vont arriver, il y a des dossiers qui en fait n'iront pas jusqu'au bout, n'iront pas jusqu'à la demande d'aide ANA ou même à la demande de mairie. Mais ça permettra aussi à ces personnes d'avoir quelqu'un en termes de conseils qui permettent justement d'optimiser et de voir quels sont les travaux qui sont le plus intéressants sur tous les points de vue, énergétique et d'amélioration du logement, et donc d'avoir cet accompagnement de proximité. Et souvent, dans les OPARU, c'est cet accompagnement de proximité qui permet à certaines de finaliser, parce que c'est vrai que ce sont des dossiers compliqués à monter, et qu'avoir une aide vraiment concrète, ça permet quand même de pouvoir les faire avancer. Puis je vous rassure, sur les rénovations, c'est souvent qu'on commence par la toiture. Hein. J'ai eu à rénover donc des logements, fait rénover, et c'est vrai qu'à certains endroits, c'était un coup de peinture, on fait propre, et puis ça passait comme ça. C'est pas ça qui les gens, malheureusement, mettaient une fortune dans le chauffage, et non, finalement, ils ne pouvaient plus payer leur loyer. On est bien d'accord, c'est pas ça qui sera aidé. C'est ça que je ne veux pas retrouver ici, bien s'assurer que les gens feront les choses dans les règles. C'est-à-dire les fenêtres, qu'elles ne soient pas une passoire, hein, que l'isolation soit adaptée et que l'électricité soit aux normes. Voilà, c'est ça qui m'inquiétait. Bien, d'autres interventions? Donc on va mettre cette convention aux voix. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Cavalier. Monsieur Olivier, je pas le vote. Et c'est pour. Pour, merci. Donc, il y a la convention et il y a le règlement ensuite. Donc pour le règlement des aides communales, donc dans le cadre de Rénove ton logement, qui est la partie logement, et ensuite on aura la partie façade. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? D'un cavalier. Il faut changer la date, tu as vu? Tu l'as noté là? Oui, c'est là. Oui. 29 oui. 025. Et ensuite, pour l'approbation du règlement, donc sur le dispositif communal, hein, c'est vrai qu'on ne l'a pas suffisamment précisé, mais c'est un dispositif volontariste qui sort des aides classiques de rénovation de logement. C'est vraiment ce dispositif de mise en accessibilité, de rénovation des façades et des vitrines. Donc, qui est pour l'approbation du règlement d'aide de Rénove ta façade, puisque vous n'avez pas peut-être suivi, mais en tout cas que ce soit en commission ou ici, le dispositif est en deux parties. Une partie Rénove ton logement avec les aides de l'ANA du département, une partie Rénove ta façade où là il s'agit d'une démarche volontariste de la ville pour la rénovation des façades et des devantures commerciales. Donc vous êtes contre? Très bien. Merci. Il faut constituer la commission d'attribution des aides. Cathy, non? Non. Bon, vous n'avez pas posé de questions sur le sujet, mais on va donc en parler. Il est prévu donc une commission d'attribution des aides pour examiner ces deux dispositifs qui seraient composés de 5 élus municipaux avec, du coup, on propose 5 élus titulaires et 5 suppléants. Bien, on propose donc comme titulaire Cathy Ouarou, Daniel Tensa, Monique Duprat et Pascal Tatiboué pour la majorité.
Et comme suppléant René Azéma, Patrick Castro, Philippe Robin. Ah, il m'en manque un. C'est qu'on avait dit en plus. Et Mathieu Bérard, pardon. Donc on propose une place titulaire à l'opposition, une place de suppléant titulaire. On peut faire quoi dans la commission d'appel d'offres? Monsieur Gallet? Monsieur Gallet, suppléant. Peut-être que Monsieur Oliveira, étant donné qu'il a, non mais on va voter si vous voulez. Hein. Oui, Monsieur Oliveira a voté pour et s'est engagé. Mais non, mais ça, vous ne pouvez pas être intéressé par ça. Vous avez la façon dont vous avez répondu. Justement, vous ne pouvez pas être intéressé. Je suis très intéressé pour savoir. Ce n'est pas une commission. Ces aides. Ce n'est pas une commission telle qu'elles sont définies dans le conseil municipal. C'est une commission ad hoc. Dans le règlement, il est mentionné 5 élus. Il n'est pas mentionné la représentativité. Donc, moi, je partage l'avis du maire et s'il faut, soumettons-le au vote. Si vous préférez le Rassemblement national, il n'y a pas de problème. Vous êtes LFI, c'est la même politique, alors sociale. Et bien voilà. Donc, ça ne me surprend pas. Voilà. Vous pouvez éteindre maintenant, vous avez dit vos bêtises? Non, je n'ai pas dit de bêtises. Ah ben si. Monsieur Oliveira, est-ce que vous êtes partant comme suppléant? Monsieur Bérard. Merci. Hop. Juste pour préciser, parce que vous n'avez de cesse de répéter LFI, que ce soit à l'Interco ou ici, je peux vous assurer qu'ici, il n'y a personne qui est membre de la France Insoumise. Voilà. Et non, je ne suis plus membre de la France Insoumise, et même si c'était que moi, c'était quand même... Mais vous tous en mes avez camarades quand même d'être LFI, beaucoup c'était les beaucoup. idées, monsieur, me semble-t-il. Pardon, j'ai pas compris. Vous en avez beaucoup les idées. Oui, très bien. Mais en tout cas, vous dites des bêtises, donc si vous pouvez cesser, ça m'arrangerait. Merci. Monsieur, je ne dis pas de bêtises. Vous avez représenté quand même très fortement la France Insoumise. Faites attention, vous avez représenté vous-même notre parti, Madame Cavalieri. J'ai représenté un autre parti pour une seule élection, Madame. Toutes les autres élections, j'ai toujours soutenu des mouvements républicains. Sachez-le. Bien, alors nous allons continuer par un avenant au bail emphytéotique de Bronde. Bon, la résidence Bronde, il y avait un bail emphytéotique de 30 ans qui avait été fait, je ne me souviens plus en quelle année, mais enfin, il s'est fini en 2017. Donc après 2017, il y avait une proposition de rachat par l'OPH, ça ne s'est pas fait, pour des raisons financières de l'OPH. Et ils nous ont proposé de reprendre un bail emphytéotique pour, sur cette durée, faire des travaux d'amélioration et en même temps rentabiliser leur opération. Alors il se trouve qu'il y a un léger décalage et ce qu'on vous propose, c'est de prolonger ce bail emphytéotique et de finir en 2047 jusqu'en 2051 pour permettre donc à l'OPH de rembourser le prêt sur ces rénovations qui, alors je ne sais pas si vous avez peut-être eu l'occasion de voir les rénovations qui ont été faites, mais elles sont de qualité sur ce bâtiment. Des questions, Monsieur Scapin? Oui, ce n'est pas une question, mais plutôt une remarque. En 2021, donc, lorsque le premier bail a été voté, M. Gallet et moi, on avait voté contre parce qu'on se disait que c'était une opération manquée pour la commune de maîtriser son foncier, de le confier à l'OPHLM. Et quand on voit la délibération qui vient d'être prise, où les propriétaires peuvent bénéficier d'opérations de financement importants pour les rénovations, je trouve qu'encore plus qu'on est passé à côté. C'est-à-dire que si on était propriétaire de ces bâtiments, on pourrait bénéficier des financements et tout en gardant tout en profitant des loyers. Merci.
D'autres remarques? Alors je mets aux voix l'avenant au amphithéotique qui est pour, qui s'abstient, qui est contre, 4 contre. C'est bien dommage. Monsieur le maire, je voudrais rajouter quand même quelque chose pour ce bail. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le temps d'attente entre la fin du premier bail et son renouvellement, puisque c'est entre 3 et 4 ans avant que ça passe en conseil municipal. Donc, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Vous avez travaillé avec des organismes sociaux avant, vous dites? Ben, disons, oui. Donc, je Est-ce pense est-ce qu'il y a que eu c'est- un est-ce que quoi vous quelque pensez part que quand c'est même, vraiment- attendu 4 c'est ans, vraiment vous saviez. facile de négocier avec eux et que ça a pris du temps. Alors ils ont eu des problèmes de juristes chez eux et ça a été retardé en permanence. Mais je vous assure maintenant le travail qui est fait est vraiment de grande qualité. D'autant plus que dans le contrat qu'on a passé avec eux, ils rénovent l'ancien local où était le comité de jumelage qu'on pourra utiliser ensuite, rénover en plus, qui reste notre propriété. D'accord, oui, parce que ce bail était de 10 ans, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Donc tout va bien maintenant. D'accord. Et ensuite, moi, ce qui m'étonne aussi, c'est que, bon, ils ont été pendant 30 ans. Et est-ce qu'ils ont fait des travaux quand même pour maintenir ce bâtiment? Ils ont fait les travaux. S'ils doivent faire actuellement de gros travaux, c'est qu'ils avaient fait que de petits travaux avant. Oui, je m'en doute. Mais c'était pas moi qui étais chargé de les contrôler à ce moment-là, je n'étais même pas maire d'Auterive. D'autres remarques? Non. Vous pouvez couper votre micro, M. Olivier? Non, non, je reste sur mon vote. Ah. On attaque la modification du tableau des effectifs. Compte tenu de l'inscription sur la liste d'aptitude au titre de la promotion interne au grade de technicien pour 2 agents et au grade d'âge pour un agent, il est nécessaire de procéder à la création des postes suivants: 2 postes de technicien à temps complet et un poste d'attaché à temps complet. Ces ouvertures de postes permettront une nomination des agents concernés. Il est indiqué que les fonctions des agents nommés sur le nouveau grade seront en adéquation avec leur nouveau grade. Et en même temps, on propose, dans la suppression des postes qu'ils occupaient, 2 postes d'agent de maîtrise principale à temps complet et un poste de rédacteur principal de première classe à temps complet. Approuvez-vous donc des remarques, M. Gallet, M. Scapin, pardon? C'est pour savoir c'est dans quel service que ces agents sont. Alors, c'est 2 personnes au service technique et une personne à l'état civil. D'accord. Et on est sur quelles évolutions de mission du coup? Quelles étaient leurs missions avant? Mais, ça vous sera précisé. Pour l'instant, je ne l'ai pas sous les yeux. L'évolution des missions, c'est de nouvelles responsabilités dans tous les cas. Hein. Ils auront de nouvelles responsabilités? Exactement. On ne peut pas avoir de détails. Ben non, C'est de toute façon, les fiches de poste sont en train d'être travaillées, hein, puisque les réussites à la promotion interne sont récentes et il y aura une discussion qui sera faite en comité technique. Donc on ne va pas aujourd'hui faire la discussion avant le comité technique. Eh bien, oui, on pourrait attendre que le comité technique se positionne dessus avant de voter. Et mon autre question, c'est comment, par quel biais ils sont mis sur la liste d'aptitude en promotion interne à l'ancienneté ou Vous ne connaissez pas les règles de promotion interne? Peut-être que tout le monde ne les connaît pas. Si vous voulez, on peut interroger n'importe qui de l'assemblée là, et ils vont nous répondre. Mais peut-être vous pourriez expliciter puisque vous les connaissez a priori. Et aux commandes de la mairie actuellement, c'est vous qui êtes Voilà, là. mais je vais tranquillement les expliciter. Simplement, c'est intéressant de se renseigner aussi sur le sujet avant de poser une question. Aujourd'hui, les promotions internes, elles dépendent de ce qu'on appelle les lignes directrices du centre de gestion, puisque c'est le centre de gestion de la Haute-Garonne qui établit ces fameuses listes d'aptitudes. Chaque année, en fonction des recrutements qui sont envisagés par les collectivités, est établie une liste avec un nombre de postes. Et ensuite, les communes qui veulent effectivement inscrire à la promotion interne leurs agents font parvenir un dossier détaillé au centre de gestion qui reprend en compte un certain nombre de critères qui sont quantifiés avec des notes et qui vont porter sur différents éléments. Il y a des éléments qui sont sur la carrière en termes d'ancienneté. Il y a des éléments qui sont sur les fonctions occupées, des éléments liés à l'évaluation professionnelle de l'agent,
et ça permet, ou aux fonctions particulières exercées, je pense par exemple aux agents qui peuvent être maîtres de stage ou qui peuvent avoir d'autres fonctions, ainsi que ceux qui ont passé des concours, parce que parfois, et c'est le cas, hein, certains de nos agents passent des concours et malheureusement n'arrivent pas au bout, et du coup, quand ils sont admissibles à l'oral, effectivement, ils ont une bonification, donc ça produit une note. Un classement est ensuite établi au niveau du centre de gestion en fonction du nombre de postes qui est établi. Ça permet d'inscrire sur la liste d'aptitude. Après inscription sur la liste d'aptitude, la nomination, elle dépend de la collectivité. Et c'est vrai que dans ce cadre, ce qui n'avait pas été fait jusqu'à présent sur la commune, nous avons proposé qu'effectivement, il y ait une révision de l'organisation et des postes qui est en cours et qui sera donc, comme je disais tout à l'heure, présenté en comité technique et qui permettra de mettre ces agents sur des missions qui sont considérées comme des missions de catégorie B pour les techniciens et de catégorie A pour l'attaché, puisque c'est un petit peu le but dans la promotion interne. Ensuite, c'est souvent, malheureusement, je le déplore, aujourd'hui, c'est beaucoup l'ancienneté qui prévaut. Les listes sont très longues. Nous avions d'ailleurs, à mon grand regret, nous avions présenté aussi des nominations pour des postes de rédacteurs sur des agents aujourd'hui qui sont catégorie C et qui occupent déjà des responsabilités équivalentes catégorie B. Et donc, nous avions proposé 2 personnes qui, malheureusement, ne sont pas passées au niveau de la cotation du nombre de points et aussi parce qu'il y a beaucoup de candidats. Donc, c'est une manière de valoriser les agents quand ils ont un parcours qui est long et qui est de qualité, puisque le dossier ne fait que reprendre ces éléments de parcours. D'autres questions? Madame Poirier-Ledoux. Ah, ça ne marche plus. Vous allez être sauvé par Max. Merci. Non, la question que je voulais poser, puisque donc les salariés, enfin les agents territoriaux, pardon, sont gérés par le centre de gestion, quel est le rôle maintenant de la DRH? Qu'est-ce qui lui reste? Puisqu'elle ne... À cette occasion-là, elle monte les dossiers. Je vais être du coup plus précise, parce que votre question m'épate un petit peu. Non. Gérer, c'est une partie en fait de la carrière, mais qu'une partie. Et dans un service DRH, on ne gère pas, heureusement, que de la carrière. On gère de la maladie, on gère des fiches de poste, on gère des entretiens individuels, on gère énormément de choses qui ne sont pas faites par le centre de gestion aujourd'hui. Donc, ce n'est pas parce que c'est le centre de gestion qui est responsable, et ça, ce sont les textes, d'établir les listes de promotion interne, que ça déshabille la RH de travail. Actuellement, notre service RH a beaucoup de travail et est vraiment impacté et doit quand même produire ces dossiers qui ne sont pas des petits dossiers. Quand on présente un certain nombre d'agents cette année 5, ce sont des dossiers assez complexes à conduire pour aussi permettre à leurs collègues de pouvoir effectivement évoluer. Vous le savez ou pas, mais la carrière d'un agent territorial, effectivement, il peut en être acteur par le biais des concours. La plupart de ceux qui aujourd'hui sont dans cette liste ont déjà essayé cette voie-là. Parfois ont même réussi un oral, enfin un écrit, pardon, mais n'ont pas réussi l'oral. Et donc, c'est accompagner les agents dans une carrière et des agents, je répète, qui ne sont pas des agents qui ont 2 ans de mairie. Ce sont des agents là où on est à une vingtaine d'années de mairie et qui aujourd'hui, notamment, sont sur des postes de catégorie C, avec déjà pour certaines des fonctions qui sont au-delà, et sinon d'autres fonctions qui viendront nous permettre aussi de compléter un petit peu l'encadrement dans cette collectivité qui manque cruellement d'encadrement intermédiaire de niveau catégorie B ou catégorie A. Donc c'est un moyen. Voilà, mais nous, notre DRH, ne vous inquiétez pas, encore beaucoup de travail, trop, je le déplore. Merci pour ces explications. On passe au vote pour cette modification des tableaux effectifs. Qui est pour? Qui s'abstient? 2 abstentions. Alors, il s'agit de la disposition de la délibération suivante d'un agent en production. Donc, il s'agit de l'assistante sociale. Donc, mise à disposition au CCAS, comme c'était déjà le cas en 2024, mais on prolonge cette mise à disposition. Y a-t-il des questions? Monsieur Oliveira.
Vous marquez que la présente convention prend effet au 1er janvier. Ouais. Et on est le Si vous ne 29. voulez pas, elle se la prendra qu'au 1er février, mais ça ne change rien parce que Voilà. si vous voulez, Petit détail. là, non, ça ne peut pas être rétroactif, mais bon. Voilà. Alors que Enfin, je sais pas, l'autre, moi, par c'est contre, on l'a comme- mis au 1er février, en donc fait, ça, c'est bon. Ça peut commencer Et qu'au ensuite, 1er février. Mais vous savez comment cette mise à disposition, en fait, donc la commune subventionne le CAS pour que le CAS puisse payer cette mise à disposition à la commune. Donc, Oui. qu'on le fasse sur 11 mois ou sur 12 mois, c'est D'accord. vaste Et ensuite, communicable. le poste a l'air pérenne. Pourquoi il ne serait pas carrément salarié du centre d'action sociale? Puisque le poste est pérenne, ça Alors fait 3 ans qu'il franchement, qu'il- pourquoi pas? Je sais pas. Pourquoi pas? Pardon. Me semble-t-il, peut-être que je vais faire une erreur, mais là, elle est rattachée au CCAS. Par contre, si le CCAS devenait intercommunal, Oui. le fait qu'elle soit salariée du CCAS la ferait passer à l'intercommunalité. Elle viendra, s'il y a un CIAS, elle deviendra effectivement, elle deviendra Voilà. mise à disposition au CIAS, je suppose. Ça sera la même chose. ça sera C'est une ce qu'il mise à faut préciser disposition. en fait dans la mise à disposition. C'était précisé dans la délibération qui vous est proposée, c'est qu'il faut effectivement un accord de l'agent. Hein, aujourd'hui, c'est un agent Oui, oui. qui est intégré dans les services de la ville d'Hauterive en tant qu'agent territorial. Et donc, effectivement, cette mise à disposition doit être faite avec son autorisation. Et donc, si ça devenait CIAS, elle pourrait éventuellement refuser. Voilà. D'autres questions là-dessus? Non? Alors, cette mise à disposition, qui est pour? À l'unanimité. Merci. La mise à disposition suivante, c'est d'un agent auprès du centre social Le Foyer d'Hauterive. Dans le cadre des relations entre la commune et le foyer, il a été proposé de mettre à disposition à temps partiel auprès de l'association Le Foyer, centre social, éducateur sportif. Cette mise à disposition prendra effet le 1er février 2025 pour une durée de 3 ans. Alors là aussi, c'est quelque chose, donc voilà, c'est la dernière mise à disposition, on l'avait faite il y a 3 ans, donc, et là, tous les ans aussi, c'est un peu pareil. Hein. On rajoute à la subvention du CCAS qu'il va nous reverser pour ce oh, pardon. On verse au foyer la subvention qu'il va nous reverser ensuite pour cet agent. Donc. Des questions là-dessus? S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix donc qui est pour cette mise à disposition à l'unanimité. Alors, il s'agit ensuite de recrutement de personnel contractuel non permanent. Alors, il s'agit donc d'adjoints techniques sur l'échelle C1. 2 postes à 24 heures, 2 postes à 25 heures, 2 postes à 28 heures. Ça, c'est un ajustement de... Bon, il y a l'accroissement temporaire d'activité, il y a aussi l'accroissement saisonnier, mais c'est aussi un ajustement qui se fait en fonction de nos besoins. Hein. Donc, en fonction de nos besoins, on a besoin maintenant de ces postes-là, et ça ne fait pas de personnel supplémentaire, du moins d'heures. Ça ne fait pas davantage d'heures d'emploi pour le personnel en général. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est pour ce recrutement? Qui s'abstient? Une abstention. On termine avec une modification du tableau des effectifs. On a des avancements de grade suite à la réussite d'un examen professionnel. Il s'agit donc d'adjoints du patrimoine qui deviennent adjoints du patrimoine principal de 2e classe. 3 agents donc, qui travaillent à la médiathèque. Et elle dit, M. Gallet. Au
La promotion interne, comme le disait Patrice, c'est le changement du cadre d'emploi de l'agent. C'est-à-dire un agent de la catégorie C va passer en catégorie B, un agent de la catégorie B va passer en catégorie A. Donc il est normal qu'on ait des fiches de poste nouvelles proposées. Et il est normal que le CT se réunissent pour évaluer les fiches de poste, pour en discuter, etc. Donc effectivement, là, on met la charrue avant les bœufs dans le cadre de la promotion interne, c'est la raison pour laquelle nous sommes abstenus. À l'inverse, les avancements de grade se font à l'ancienneté. Il n'y a pas besoin de passer par le conseil, le centre de gestion. Donc, effectivement, l'avance de grade, compte tenu des carrières un peu compliquées en catégorie C et des évolutions de carrière et des rémunérations qui sont plutôt basses que hautes, effectivement, là, on ne voit pas de raison pour laquelle on demanderait une fiche de poste, vu qu'il n'y a pas de changement de... Voilà. C'est la raison pour laquelle là, on y sera favorable. Ce n'est pas qu'on était défavorable à la promotion interne, mais c'est que rien ne nous est mis sur le tapis. Et là, véritablement, quand on change de catégorie, il faut quand même le justifier des missions nouvelles. Voilà le point. Bien, c'est bien compris. Mais bon, les agents pour lesquels vous avez dit voter contre là, tout à l'heure, ils verront. Ils verront aussi que vous avez voté contre. On n'a pas voté contre, on s'est abstenu, monsieur le maire. Oui, vous êtes abstenu. Y a-t-il d'autres interventions? S'il n'y en a pas, donc je mets aux voix donc, pour cette modification d'habilitatif qui est pour. Merci. On passe aux questions diverses. Monsieur Scapin ou Monsieur Gallet? Oui, on avait 3 questions. La première, c'est que nous avons constaté qu'une visite de chantier du lycée avait eu lieu dernièrement. Est-ce que vous pouvez nous rendre compte de cette visite, s'il vous plaît? Dans le 15 janvier, la région, ici, représentée par M. Chibli et par les services, en présence du DAZEN, a convié les maires des communes du secteur pour donner des informations sur la sectorisation du lycée d'Haute-Rive et sur les conséquences pour les lycées voisins de Pain-Justaré, de Cugnot, de Villefranche-de-Lauragais et de Pamiers. Je précise qu'à cette occasion, il nous a été confirmé que pour la rentrée 2025, la cantine du lycée a prévu d'alimenter en liaison chaude les cantines des 3 groupes scolaires d'Haute-Rive, dont Michelet. Et par la suite, à partir de la rentrée 2026, continuer d'alimenter les cantines du quartier La Madeleine, à charge pour la commune de faire la cuisine sur place pour l'école Michelet, ce qu'on fera apparaître donc dans notre plan pluriannuel d'investissement. Suite à cette réunion, M. Chibli a invité tous les participants à une visite des travaux du lycée qui a été assurée sur place par l'un des architectes du projet, représentant la maîtrise d'œuvre. Et d'ailleurs, il nous a assuré que le lycée ouvrait bien à la rentrée 2025. Okay, merci. Sur le projet qui est juste à côté, celui de la salle polyvalente en cours de construction, qui est dimensionné pour 150 personnes assises, est-ce que vous pourriez nous dire quelles manifestations sont envisagées dans cette salle? On verra bien ce qui nous est proposé, ce qui nous est demandé. Ce ne sera pas forcément des manifestations municipales. Ça peut être plein des mariages, j'en sais rien. 150 personnes assises et 300 debout. Voilà. On visera. Et par rapport à la salle Astrug, par exemple, qui est à peu près de la même dimension? Non, un peu plus petite, la salle Astrug. 120, c'est pas... 120 et 200 au lieu de 300. Ok. Et ensuite, la dernière intervention concerne des retours d'administrés qui nous font part de vitesses ressenties importantes, notamment sur le chemin de la Fajole, le chemin Marengo. Est-ce que vous pouvez faire des contrôles pour confirmer ce ressenti et, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires pour faire réduire les vitesses pratiquées? Alors sur le chemin de la Fajole, il y a quand même déjà des ralentisseurs. Bon, alors,
Oui, mais bon, il y a quand même Ouais, des ressentis. ben oui. Quoi, je ne sais pas si c'est des ressentis ou des réalités, Voilà. mais Vous le disiez vous-même, des fois, on marche à 50, c'est quand pour on est ça à côté, que on ressent que c'est beaucoup plus. Mais le mieux, c'est de faire des contrôles. oui, mais ce ne sont pas des routes départementales, on ne peut pas demander au département de faire des contrôles. Donc on fait nous-mêmes des contrôles de vitesse, mais ils sont très aléatoires et en fait, on a pratiquement pas de personnes qui est au-dessus de la vitesse autorisée. Voilà. Donc vous avez fait des Quand contrôles. on fait les contrôles. Ouais. En général, quand il y a un képi, ça fait ralentir Et aussi. Ils sont mais- bien cachés. Hein, donc. Mm. Et quant au chemin Marengo, donc, il va figurer sur notre plan pluriannuel d'investissement, puisqu'on va refaire le chemin Marengo comme ça a été fait sur la rue Louis-Armand. Et donc, avec aussi, et là, c'est une voie donc, qui est communale, donc on pourra mettre aussi un ralentisseur dessus, pour le chemin Marengo. Ok, merci. Monsieur Oliveira. Bon, ça sera très rapide, c'est pour les habitants du Bouet. Malgré le rond-point qui est fini, les gens accélèrent juste après. Il n'y est pas encore. Pratiquement, ils y passent quand même. Donc, Mais d'après ce que j'ai compris, ce matin, déjà, on fait un grand tour et on arrive au Bouet à petite vitesse, quand on vient d'Autorive. Quand on vient de d'Autorive, mais Sainte-Isabelle, quand on part d'Autorive vers Saverdun, je peux vous dire qu'ils accélèrent. ensuite, donc, Voilà, on avait eu un radar pédagogique qui nous a été volé. voilà Je déjà. ne sais pas pourquoi, mais il a été volé. Mais on a commandé, Patrick, qu'est-ce que tu sais quand... Philippe. Oui. Donc, suite à une réunion publique, vous nous aviez annoncé le radar qui était plus en fonction. Donc, en fait, le radar était au pied, il a été démonté et était au pied, cassé. Et donc, pas forcément réparable. Et donc, depuis, on a commandé un nouveau radar pour son remplacement. Voilà. Donc, il n'a pas été volé. Il n'est pas livré encore. Mais il n'est pas rétabli encore. Mais il est commandé, il va arriver dans le premier trimestre. Voilà. Bon, on ne sait pas trop. Est-ce que vous prévoyez d'autres aménagements sur cette partie du rond-point? C'est la partie, là, route départementale à grande circulation. Je ne sais pas, Patrick, ce qu'on peut dire, mais enfin, on ne peut pas, nous, faire d'aménagement particulier sur cette route. Voilà. Vous pouvez solliciter quand même le préfet. Même. Oui. Oui, on peut demander à la gendarmerie de venir faire des contrôles. Parce Oui. qu'on les a déjà contactés. Ils nous ont dit que, la sécurité est à l'initiative du maire. Et deux, Mais bien sûr. compte tenu du danger qu'il y a sur cette route, ils ne veulent pas positionner Si une même les équipe avec un gendarmes radar. vous répondent ça, franchement. Après, ils peuvent positionner des radars de chantier comme on en trouve. Ben, c'est à ça que je pensais, justement. Plutôt Mais que bon. Après, ça- il y a un radar qui se balade entre Saverdun et la sortie d'Autorive, qui maintenant finit dans les buissons. Je Bon, là, pense il y a qu'en du monde, mettant en principe, le il radar devrait à pas cet fit- endroit-là, ça calmerait peut-être les gens. Vu qu'il y a du monde qui habite au Bouet, en principe, il ne devrait pas être mis dans les fossés. Mais bon. Mais actuellement, il est dans le fossé à Saverdun, dans une haie. Pour compléter peut-être un peu la réponse, à l'issue d'une séance du conseil municipal sur laquelle vous aviez évoqué ce sujet, on avait échangé avec des habitants qui étaient du Bouet, qui sont d'ailleurs présents ce soir, et j'avais proposé qu'une fois qu'on aura des éléments un petit peu quantitatifs sur justement la vitesse avec le radar pédagogique, qu'on puisse organiser une réunion donc avec moi-même, avec M. Castro, avec notre directeur des services techniques, pour regarder effectivement ce qui pourrait à terme être envisagé comme projet d'urbanisation. Parce que là, on sera entre les limites de l'agglomération. Et donc, s'il y a un aménagement à réaliser sur cette voie, il faut effectivement le faire à travers une convention avec le département, parce que ça reste une route départementale, en respectant un ensemble de critères. Mais en premier lieu, il faut déjà se rendre compte effectivement de la réalité. Donc, dès que le radar pédagogique le nouveau sera arrivé et qu'on pourra récupérer des éléments de vitesse, moi je m'y étais engagée, on organisera cette réunion avec les habitants pour discuter
de leurs problématiques et derrière pouvoir nous faire une étude avec un maître d'œuvre et voir quels seraient les projets à réaliser. Moi je note quand même, ce sont des projets, tous les projets qu'on fait sur la RD 820 dans la partie agglomérée, vous le savez, sont des projets qui ont un coût financier important, donc il faudra ensuite le prévoir. Mais à ce stade-là, aujourd'hui, il n'y a pas d'étude engagée, mais en tout cas cet engagement que j'avais pris sera tenu dès le moment où nous pourrons réaliser cette réunion. Donc j'espère qu'avec, une fois le radar posé, on pourra disposer, alors on n'a pas besoin d'avoir 6 mois de relevé de vitesse, quelques semaines suffiront, et à ce moment-là, on organisera cette réunion sur ce sujet particulier. Parce que pour vous dire, parce que j'y suis allé plus d'une fois, rencontrer M. Ramos qui est présent dans la foule, je peux vous dire qu'il faut faire attention quand vous sortez de chez lui ou quand vous rentrez chez lui. Parce que je peux vous dire que les gens accélèrent et même si vous vous positionnez sur le milieu et que vous mettez votre clignotant, il y en a toujours un qui déboîte, qui veut quand même passer. Comme malheureusement, c'est vrai que cette RD 820, sa grosse problématique, c'est que c'est une voie effectivement à forte circulation avec beaucoup de camions, beaucoup de trafic, et que au-delà de ce qui se passe au Bouet, on a les mêmes problématiques à d'autres endroits. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a pu engager un projet d'aménagement d'urbanisation. C'est ça qu'il faut prévoir. Il faut arriver à faire en sorte que la voirie soit un peu moins roulante, moins praticable, mais pour autant, nous sommes contraints par les exigences liées au statut de cette voie, qui ne nous permettent pas, comme un petit peu, c'est le cas aussi de la rue Jean Jaurès, de faire n'importe quoi. On ne peut pas mettre un ralentisseur d'Odane là, on ne peut pas faire certains aménagements, donc ça demande du temps et de la réflexion, mais on s'est engagé à se réunir autour d'une table à ce sujet. Ça sera fait dès le moment où on aura ensemble et on pourra partager des éléments objectifs, et ensuite derrière il y aura une étude de maîtrise d'œuvre, un chiffrage, une planification à faire, mais il serait illusoire de faire croire que ce problème peut être réglé avec 5 000 €. Ce sont des aménagements conséquents. Demain, il faudra aussi complètement intégrer les impacts du rond-point créé à cet endroit-là, qui permettront aussi aux habitants du Bouet de pouvoir sortir et rentrer de manière un peu plus sécurisée, parce que c'est vrai que traverser et couper la voie à certains moments, c'est un peu plus dangereux que de faire le tour du rond-point et de pouvoir reprendre dans l'autre sens. Donc ça, ce sont des éléments dont on discutera avec eux. On s'y est engagé, on le fera. Ensuite, j'ai signé hier des arrêtés de déplacement des panneaux de fin d'agglomération, c'est-à-dire que l'agglomération, à partir de bientôt, je ne sais pas quand ce sera posé, Patrick, mais on verra, va aller jusqu'à la fin du Bouet. Et donc, à partir du rond-point actuellement de Boulbène, les gens seront à 50. Jusqu'à maintenant, ils ont une habitude de 50 au Bouet d'aller à 80. Là, ils iraient au Bouet, ils se retrouvent... ils sont encore à 80 pour eux. Oui. Et là, ils seront à 50 et on peut espérer dans leur tête qu'ils comprendront que c'est encore l'agglomération. Voilà. On l'espère. Voilà. Ensuite, deuxième question, mais ça fait partie de la même chose. Il y a des habitants au niveau du bois de Notre-Dame et toutes les rues qui sont adjacentes qui m'ont signalé des rodéos urbains. Ils rentrent même dans les propriétés avec les motos, les quads, et ils demandaient si la mairie pouvait envisager certaines mesures. Alors, les rodéos urbains, pour nous, c'est très difficile. Pour la gendarmerie aussi. Les gendarmes ne les arrêtent pas. Ils vont pas ça, je sais bien. Passe à travers champs, adios. Ce qui cherchent les gendarmes, c'est où est garée la moto. Si quelqu'un veut bien leur indiquer à quel endroit est garée la moto, là, ils vont aller la chercher, et puis... Mais sinon, voilà. Non, oui. Je laisse finir, je voudrais simplement répondre à ça. Voilà, parce que j'ai rencontré les gendarmes, puisque j'y suis souvent. Je peux vous dire que les gendarmes viennent et qu'ils pensent qu'un radar, une caméra arrangerait certainement les choses. Tout au moins, ça leur permettrait quand même de pouvoir plus facilement sanctionner après vérification les caméras, des caméras. On en a à tous les croisements, donc en principe, la moto passe à ce croisement et ces motos ne sont même pas immatriculées. Donc la caméra, elle va voir quoi? Le monsieur avec un casque, personne ne va le reconnaître. Non, c'est... Non, mais de toute façon, les gendarmes, il faut bien qu'ils répondent quelque chose aussi quand on pose des questions.
Bon, ils sont toujours venus, hein, ils viennent. Oui, mais, Je peux vous dire que qu'on les appelle, je les ai moi-même appelés, Mais ils viennent au bois de Notre-Dame. et ils vous disent qu'ils peuvent rien faire. Non, mais moi, je vous dis, ce qu'ils me disent, c'est qu'il faut qu'on sache où est garée la moto. Et bon, ça, il y a bien quelqu'un qui va finir par leur dire où est garée la moto, non? D'ailleurs, il semblerait que ça s'est calmé. Mais Enfin, il n'y peut-être- avait pas que là, hein, de toute façon, qui faisait du rodéo urbain. Il n'y a pas qu'au bois de Notre-Dame. Hein. vous dites Il y a qu'il va- d'autres peut-être quartiers où il y avait des problèmes de rodéo peut-être qu'une urbain. habitante. Euh, Oui, bon, puisque j'y habite, je peux vous dire que ça s'est calmé quand même ces derniers temps. Je disais que, Ah non, mais puisque moi, j'y habite, je peux vous dire que ça s'est calmé, qu'il y a moins de rodéos. Bon, alors peut-être par la présence des gendarmes de la police qui sont venus et qui les ont dérangés, c'est possible. Mais bon, peut-être que que les beaux jours vont revenir, ils vont ressortir. Bon, voilà. Mais la problématique, en tout cas pour les gendarmes, c'est effectivement de savoir qui ils sont et où ils garent leur véhicule. Et qui ils sont, ce n'est pas une caméra qui changera les choses, puisque la plupart du temps, comme disait Monsieur le maire, ils ont un casque, et quand ils n'ont pas de casque, ils ont des cagoules. Donc, bon, même moi, je suis incapable de vous dire qui c'est. Donc, voilà, et pourtant, je les vois passer très fréquemment, et bon, voilà. Après, reste à savoir où ils vont garer leur véhicule. Alors, le jour où on y arrivera à le savoir, ça résoudra le problème. Non, là-dessus, vraiment, les gendarmes sont sur le coup. Voilà. Et après, écoutez, ils font ce qu'ils peuvent. Ils reconnaissent quand même, hein, que les gendarmes interviennent vite. Mais bon, c'est des motos à travers champs. Allez, vous avez une autre question, monsieur Olivier? Plus de questions. Merci. Alors, le prochain conseil, monsieur Vignal, je ne me souviens pas, c'est combien le 4 mars? Le prochain conseil pour le débat d'orientation budgétaire, ce sera le 4 mars. Et bonne fin de soirée. Monsieur Robin, vous avez une date à peu près pour l'installation du radar pédagogique? C'est 5 ou 4? C'est mercredi 5 mars, pardon, pas le 4. Ouais. Quelle heure il est? 21h30.